Bon, alors on reprend. Alors Sacha Raoult, qui est maître de conférence à l'université Aix-Marseille. On reprend avec Sacha Raoult, à qui j'ai demandé d'intervenir sur la question de la critique du droit marxiste en relation avec la théorie du droit de Foucault, qui sort dans ce cours. Sacha est en train d'accomplir un livre absolument brillant que vous allez tous pouvoir lire dans 1 an et demi, j'espère, moi aussi, qui est une critique foudroyante des sciences sociales, et qui, Sacha arrive à prédire en fait tout ce que les scientifiques vont dire à partir de leur background, leur carrière professionnelle, etc. Donc, attendez-vous à quelque chose de sismique. Il n'y a pas besoin de big data pour faire ça. Non, il y a plein de data. C'est du 100%, 100%. Ok. Bon, alors, vas-y. Bon, écoute, merci. Alors, en revanche, j'annonce que je ne suis pas un spécialiste de Michel Niaille, de la critique française du droit, mais j'étais très content de la tâche que tu m'as donnée. Je trouve que c'est très intéressant pour la journée de lecture aujourd'hui, en fait, de discuter de ça. Donc, en fait, je vais compléter une note de bas de page, qui est page 275 dans la situation du cours, où vous développez en fait ces éléments pour une théorie du droit, pour une philosophie du droit qu'on trouve en fait dans ce bouquin, dans ce cours, et suggérer qu'une des pistes de recherche qui aurait à creuser maintenant, c'est de situer cette théorie, qui est une théorie critique, aux autres théories critiques qui étaient contemporaines. Et en France, il y avait un mouvement qui s'appelait donc Critique du droit à cette époque, dans les années 70, qui est donc à peu près le synonyme des Critical Legal Studies aux États-Unis, mais qui se distinguait, donc pour répéter des choses qui ont été évoquées déjà jusque-là, mais comme ça c'est clair pour tout le monde, qui se distingue en gros sur deux volets. Le premier, c'est que la critique française du droit, c'est une critique très marxiste, alors que la critique états-unienne, il y a un fond marxiste, mais on n'est pas du tout dans une transposition aussi claire. C'est du marxisme appliqué, la critique française du droit. Et la deuxième chose, c'est que ça aura été un mouvement, comme souvent dans les mouvements hétérodoxes dans les facultés de droit en France, ça aura été un mouvement de courte durée qui aura eu des projets très ambitieux et une difficulté à se reproduire et à produire plusieurs générations comme sur le modèle d'une école, si vous voulez, académique. Et donc, il y a plusieurs noms qui ont été évoqués jusqu'à aujourd'hui. Et moi, en fait, ce que j'aimerais, c'est discuter de comparaison de certains aspects de ce livre avec les travaux de Michel Niaille. Donc qui a rédigé ce livre, une introduction critique au droit, où on voit un juge soutirer des sous à la veuve et l'orphelin sur la couverture. C'est assez joli. Et avec un angle étant, un des angles le plus évidents de comparaison, c'est cette question. Donc je vais rebondir sur plusieurs choses qui ont été évoquées par François Ewald, mais puisqu'on parle de cette théorie du droit qui est évoquée par Foucault et dont on a maintenant beaucoup d'éléments avec cet ouvrage, avec cette question de continuation de la guerre par la justice, et cette question du coup du rôle actif de la justice dans la production des rapports de force, et pas simplement donc d'un instrument auquel la classe dominante aurait droit. Bon. Alors c'est un élément qui avait déjà été développé dans la société punitive. Donc on avait eu une journée de lecture il y a 1 an et demi à ce propos, où il y avait ce thème de la guerre civile qui était très fort et très très choquant, quand même. C'est un texte qui est très violent, la société punitive. Et ici, après les 6 ou 7 leçons sur la révolte des nu-pieds,
On a tout un tas de... Le format, en fait, du cours qui est fait sur les notes, au lieu d'être sur l'oral, peut-être en plus rajoute à ça, mais on a une sorte de catalogue d'idées, tout un tas d'idées sur comment on analyse le rôle du droit et du droit pénal là-dedans, avec donc ces thématiques de violence, de guerre, et des thématiques qui sont proches de thématiques de la critique du droit, même si je ne vais pas apporter de nuances, je vais plutôt même rajouter des éléments dans le même sens que cette note de bas de page que j'évoquais en début d'intervention, puisque même si les différences sont quand même importantes. Alors, donc, commençons par les présentations. Donc, une introduction critique au droit, ouvrage de Michel Miaille. Michel Miaille était professeur de droit public, donc spécialiste du droit constitutionnel. Donc il y a aussi toute une théorie critique de l'État que je ne vais pas évoquer aujourd'hui parce que ça, je sors vraiment de mon champ de compétences. Et ce bouquin, donc Introduction critique au droit, et puis toute une série d'articles, dont un d'ailleurs particulièrement intéressant, et je vais peut-être commencer par ça, un qui s'appelle Droit violence, qui est sorti donc plusieurs années après ce cours, puisque c'est une sorte de rétrospective, c'est en 1980, dans la revue Déviance et Société. Et bien dans cet article Droit violence, Michel Miaille semble répondre à une commande, il semble répondre et dire voilà, on m'a demandé quel est le rapport entre le droit et la violence, et je vais essayer de mobiliser des éléments théoriques pour situer le lien entre le droit et la violence. Et là, on va avoir des réflexions qui vont faire penser à des choses qu'on a vues dans Théorie et institution pénale et des choses qu'on a vues dans la société punitive. C'est-à-dire qu'il part de Hobbes, il part de l'idée que le droit est la pacification de la violence, puis évoque la thématique du droit et de l'État comme monopole de violence légitime, et après avoir évoqué ces deux idées, il propose une critique d'inspiration marxiste en soutenant qu'en réalité ni l'une ni l'autre des deux explications sont correctes, parce que ce qui se passe, c'est que le droit bourgeois est une violence de la classe dominante en consacrant la violence qui est naturellement dans les rapports de classe, quoi. Bon. Et pour ce faire, il monopolise plusieurs auteurs. Il y a les références à Marx, à Althusser, à Gramsci, et deux références intéressantes. Il y a une référence justement à Michel Foucault, mais évidemment pas au texte non publié, mais à Surveiller et punir, donc on va revenir une seconde dessus, et aussi des références à Pierre Bourdieu, et à la notion de violence symbolique et de reproduction. Ce qui est intéressant, c'est que la notion de le renvoi à Michel Foucault est fait, donc c'est un renvoi à Surveiller et punir, et voilà ce que dit Michel Miaille exactement. Donc après avoir évoqué le modèle marxiste, si vous voulez, du droit comme modèle qui permet l'exercice d'une violence de la classe dominante, il rajoute « mais, virgule, plus récemment, des travaux ont montré comment ce droit ne se bornait pas à refléter des formes différenciées de violence, mais produisait lui-même la violence qu'il voulait combattre. Michel Foucault démontre largement comment la naissance de la prison moderne est, en réalité, une domestication des corps qui rend utile la production traditionnelle du châtiment exemplaire de l'Ancien Régime. » C'est-à-dire que même si on n'est pas dans l'opposition aussi claire qu'elle apparaît dans les cours du modèle base-superstructure, il y a déjà cette sorte de modération qu'on veut ajouter dans ce qui reste dans Surveiller et punir, un peu de cette thématique-là. Dans Surveiller et punir, il y a toute la dichotomie entre effets positifs et effets négatifs de la prison, etc. Donc on a ça, même si donc cet accommodement, on va dire, doit pas masquer qu'il y a quand même énormément beaucoup de différences. Donc maintenant je vais surtout parler de ça. Il y a beaucoup de différences quand même entre les deux approches. La première étant je vais revenir après sur la question de l'abstrait, parce que j'avais noté ça justement, l'approche concrète et l'approche abstraite.
Mais la première chose peut-être étant déjà une différence d'objectif, c'est-à-dire qu'en fait, l'introduction critique au droit de Michel Miaille, c'est principalement une réponse à tout un tas de choses qu'il lit, notamment dans des manuels de droit civil, etc. Et donc, du coup, l'appareil théorique, les références à Marx, Althusser et à Surveiller et punir, sont utilisés si vous voulez, comme des arguments pour attaquer en fait toute une série de propositions. Donc on est sur un mode où on monopolise des théories pour répondre à des arguments, au lieu d'être, là on a l'extrême inverse, c'est-à-dire qu'au lieu d'être sur l'analyse très approfondie d'un exemple, puis ensuite on réfléchit à comment on analyse l'exemple. Et j'en arrive à cette histoire d'abstraction. Ce qui est amusant, c'est que justement j'avais noté qu'il faut attendre en fait la page 100 pour qu'il y ait un exemple qui soit discuté dans le livre. C'est-à-dire qu'avant on est sur un raisonnement qui est purement abstrait, qui est une tradition de théorie du droit. Et ce qui est intéressant, c'est que dans les 3 premiers exemples qui sont discutés, il y a un exemple de droit international public, il y a un exemple du pot de fleurs qui tombe sur la tête de quelqu'un et responsabilité du fait des choses, et le 3e exemple, c'est la naissance de la prison, qu'a très bien analysé Michel Foucault, etc. Donc c'est assez intéressant de voir 2 approches là qui sont vraiment radicalement opposées, surtout avec ce cours qui passe tellement de temps sur l'analyse d'un seul exemple, et un autre cours qui part des concepts, un autre cours, parce que c'est un cours ce manuel a été conçu comme un cours aussi, un cours pour juristes, qui part de concepts et qui emploie l'exemple que subsidiairement. Donc après les différences, ça c'est déjà bien dit dans la situation, donc je peux juste insister dessus, mais il n'y a pas à rajouter non plus. Mais c'est le critique française du droit, donc se sert. Il y a une application de connaissances qui sont développées dans les théories marxistes, avec bien sûr une liberté de critiquer, d'amender. Souvent la critique qui est faite par Miaille lorsqu'il monopolise des textes de Marx, d'Engels, Althusser pour discuter de débats qu'ont les théoriciens du droit plutôt que de questions de droit. Souvent le sens, lorsqu'il y a une posture critique, c'est une posture critique qui consiste à dire on n'a pas donné assez de crédit à Marx, c'est-à-dire qu'on l'a trop réduit. Souvent la posture critique sur les textes marxistes sont souvent de cet ordre-là. Donc ça c'est le dernier volet pour bien voir quelle est la différence entre les deux approches. Et pour donner un exemple d'application qui moi m'a frappé, donc là pour finir parce qu'on a première lecture, piste de recherche. Bon, depuis la publication de la Société punitive, qui est la question de la justice dans la guerre, m'a beaucoup intéressé, et c'est vrai que je m'interroge sur le genre de recherche qui pourrait être conduite aujourd'hui dans cette ligne-là. Depuis, j'ai un doctorant qui travaille sur le hacking et le activisme comme stratégie de guerre. Vous savez, les opérations Anonymous, c'est des choses comme ça. Non, c'est pas Julien, malheureusement, c'est un autre. J'ai plusieurs doctorants, non, c'est pas toi. Lui, il travaille sur les carrières, académiques. Oui, et donc il y a ça. Et il y a aussi un truc, donc là je suis en train de discuter avec un collègue qui est théoricien du droit en ce moment, parce qu'on se rend compte de quelque chose d'intéressant que Foucault vraiment arrive à saisir très bien, parce qu'il n'est pas dans les catégories des branches du droit et des choses comme ça, qui part de l'acte de justice ou qui part d'un document au lieu de partir des catégories. C'est le problème de... ce que je vois, c'est le problème du côté un peu étrange du droit pénal. Chez nous, je ne veux pas parler ailleurs, mais en tout cas, chez nous, le droit pénal, c'est quelque chose qui a un statut un peu étrange dans les facultés de droit. Il y a des mauvais bruits qui circulent, qui disent que c'est pas du droit du tout. Il y a tout un tas d'anecdotes, on peut en raconter beaucoup, mais il y a quelque chose, et ça se retrouve dans la théorie du droit, c'est qu'il y a beaucoup de textes de théorie du droit ou de textes de droit civil, d'introduction au droit, qui commencent en disant, voilà, le droit, ça se définit comme une règle, l'ensemble de règles qui sont sanctionnées, mais tout de suite, exception, attention, on n'a pas besoin en fait de la sanction pour que le droit existe, et on peut sortir tout un tas d'exemples. Là, vous savez, il y a des droits qui existent qui ne sont pas sanctionnés, etc. Et du coup,
eh bien, les théories qui suivent, et c'est ce que critique Michel Miaille, sont souvent des théories très formalistes. Et Michel Miaille, c'est pas le sursavoir, mais c'est son analogie avec Marx, lui parle de fétichisme de la norme, fétichisme du formalisme, ou du fétichisme de la marchandise, et donc on est dans si vous voulez, dans cette question-là qui s'adresse beaucoup, j'ai l'impression, et collectif en théorie du droit pense aussi, s'adresse beaucoup à cette tradition du droit noble romaniste avec cette obsession de la forme qu'on retrace à la doctrine romaine, etc. Alors que, en fait, les gens qui s'interrogent quand on s'interroge sur comment fonctionne la justice pénale, trouver en France, le premier problème qui saute aux yeux, c'est pas que la justice pénale est trop formaliste. C'est pas ça qui saute aux yeux. C'est plutôt les problèmes inverses qu'on se pose. C'est plutôt ce qu'on se demande, c'est mais en quoi, où sont les règles de forme qui régulent les décisions. Pour vous donner un exemple, si vous prenez deux questions de droit pénal, une où il y a des débats qui sont les débats qui ont la forme juridique noble, c'est-à-dire la question du précédent, les débats théoriques, etc. Vous prenez la différence entre l'auteur et le complice. Alors là, vous pouvez avoir tout un tas de doctrines, un tas d'arrêts en cours de cassation, etc. Mais c'est un débat qui n'a aucun intérêt pratique, parce que l'auteur et le complice sont punis pareil. Donc c'est tout un débat formel qui n'a pas d'intérêt pratique. Et ensuite, vous avez des questions pratiques très concrètes. Par exemple, dans quelles conditions on peut placer quelqu'un en détention provisoire, dans quelles conditions on peut envoyer quelqu'un en comparution immédiate. Et là, il n'y a aucun droit formel qui est créé parce qu'il ne peut pas y avoir de précédent. Pour la détention provisoire, c'est l'appréciation souveraine, et la comparution immédiate, il n'y a même pas de recours. Donc le problème qui se pose est plutôt celui qui est saisi par Foucault ici, là c'est très clairement dans celui-là, c'est cette sorte de séparation du modèle triangulaire, où d'un coup on a un accusateur qui est à moitié juge, à moitié partie, dont l'idéal type c'est l'outrage à magistrat, c'est vraiment l'idéal type de la victime qui est en même temps le juge, et qui est le questionnement qu'ont les pénalistes, qui me semble est très les met en décalage beaucoup avec des questionnements qui se font dans d'autres morceaux du droit, et la façon dont Foucault arrive à prendre ça, c'est en prenant la question de la répression au lieu de prendre la question du droit pénal. Et donc, en prenant la question de la répression, il ne se demande pas si la sanction, ça fait partie nécessairement de la répression. C'est pas sa question, du coup. Et du coup, en s'interrogeant sur c'est quoi la répression, c'est quoi les systèmes de répression, ça l'amène à comparer ça avec des modes de répression qui n'ont rien à voir avec ce qu'on appellerait du droit, et ça l'amène à pas se poser toutes ces questions sur est-ce que le droit nécessite sanction ou pas. Voilà. Voilà, j'arrête comme que tout le monde ait le temps de parler. Super. Non, très intéressant, très important de mettre... Donc, en liaison, en fait, dans les textes mêmes, le travail de la critique du droit, l'utilisation de surveiller et punir, et aussi de Pierre Bourdieu, qu'on n'a pas eu le temps d'ajouter là-dedans. Donc, c'est parce que vous avez des réactions sur peut-être un mouvement de pensée que vous êtes plus familier que moi venant des États-Unis ou d'une tradition un peu différente. Laquelle ? Ta tradition. Laquelle ? La tienne, je viens d'une tradition. Non. Donc, non, j'ai trouvé ça beaucoup plus... les entrelacements sont beaucoup plus présents et importants, donc, et à explorer, je pense, l'utilisation réciproque. Ouais. Hein? Donc... Une question, parce que moi le livre de Miaille, il y a extrêmement longtemps que j'ai oublié ce qu'il y a dedans. Je vais le dire à ma honte. Je vais le relire évidemment grâce à ce que vous nous dites. Allez-y. Comment ? Malheureusement si.
Non, parce que je vois que dans la note de la situation du cours, page 275, dont vous êtes parti, donc note due à Bernard Harcourt et François Ewald, un certain nombre de références sont données, qui commencent par Miaille, une introduction critique au droit, et qui se termine par cette phrase un peu énigmatique. Autre ouvrage important dans la tradition marxiste de la critique du droit, Evgeny Pachoukanis, la philosophie générale du droit et le marxisme. Bon. Alors, autre ouvrage. Bon. Donc, est-ce que Miaille se réfère à Pachoukanis ? Alors, ça, j'ai pas. Non, c'est pas pour vous poser une colle. Hein. Ça m'a pas sauté aux yeux. Non, c'est possible, oui. Mais les références principales, donc à part Marx, Engels, Althusser, Marcuse, il y a beaucoup d'épistémologie aussi. Oui, oui. Donc il y a beaucoup de Karl Popper. Alors, je ne vais pas faire un cours sur Pachoukanis. Pachoukanis est un personnage extrêmement intéressant, un personnage absolument tragique. C'était probablement un juif letton ou quelque chose comme ça, hein, membre du parti bolchevique, juriste de formation, très très fort, très savant, qui s'était mis en devoir tout de suite après la révolution bolchevique, dans le courant des années 20. Il n'était pas le seul, mais de combler la lacune criante de la théorie marxiste à un niveau aussi, on pourrait dire aussi abstrait, aussi conceptuel que celui des premières sections du Capital de Marx sur la marchandise, à savoir l'absence d'une théorie justement de la forme juridique dont Marx indiquait, on peut dire, dans le deuxième chapitre du Capital, qui est un des plus intéressants, qu'elle représente une sorte de contrepartie ou de forme complémentaire de la forme marchande, à cause de la correspondance entre le contrat et la propriété privée d'un côté, l'équivalence des marchandises, etc., de l'autre. Alors ça n'a rien à voir avec l'idée de la base et de la superstructure, hein, mais qui n'était pas autrement développée chez Marx. Et comme dans la première période de la révolution soviétique, la perspective officiellement au moins était celle du dépérissement de l'État, conduisant lui-même au communisme, Pachoukanis pensait qu'il fallait absolument développer cette théorie pour que les révolutionnaires comprennent où ils allaient, c'est-à-dire non seulement au dépérissement de l'État, mais au dépérissement du droit. Alors, c'est un livre très intéressant. Il est intéressant en particulier par la façon dont il réintroduit quelque chose qui a un rapport avec notre discussion et qui avait complètement disparu, en tout cas chez Marx lui-même, qui est justement la question du tribunal, la question de la fonction constitutive de la pénalité. Seulement, il le fait à un niveau très abstrait. Alors là-dessus, Staline est arrivé au pouvoir. Et le théoricien officiel du droit sous Staline, c'était le futur procureur des procès de Moscou, Vyshinsky. Et le dépérissement de l'État et le dépérissement du droit, en particulier celui du droit pénal, n'était plus du tout à l'ordre du jour. Donc Pachoukanis est mort au goulag. On ne sait pas exactement en quelle année. Non. Voilà. Et alors, je m'excuse de cette parenthèse. Je pense que c'est une orientation complètement différente de celle qu'on peut trouver chez Miaille, tel que vous le résumez, et tel que je m'en souviens quand même un peu. Et au fond, et justement sans interférence possible avec Foucault. En revanche, ce qui me semble très frappant, c'est ce que vous disiez de l'étrangeté du droit pénal. C'est-à-dire que
les philosophes du droit sont partagés entre des traditions romanistes, déductives, qui dérivent les choses, comme chez Kelsen, de la Grundnorm, dans laquelle la sanction a une place constitutive, hein, naturellement. Et puis d'autre part, des pragmatiques qui s'inspirent davantage de la tradition du common law, etc. Et alors, la question du droit pénal, c'est ni l'un ni l'autre, c'est une espèce de zone impure, hein, c'est une espèce de zone impure dans laquelle, justement, le pouvoir revient interférer avec la forme juridique et dont on comprend, en effet, comment on peut le mettre en relation avec, non pas la théorie, ni au sens marxiste, ni dans des autres, mais avec la fonction que remplit effectivement, que remplissent les tribunaux et que remplit l'utilisation du droit dans une société qui, qu'on le veuille ou non, est quand même une société très conflictuelle. Et parmi les conflits en question, certains ont une dimension de classe qui est assez visible. Et non seulement c'est pas fini aujourd'hui, mais c'est reparti à fond la caisse. Et ça, il est très bien à comprendre. Je pense c'est ce côté impur. Donc c'est une des pistes du coup qu'on travaille en ce moment, parce que c'est vrai que le moment de l'utilisation du mythe germanique et de sa transformation, avec un peu l'équivalent aussi qui avait été discuté ce matin les réactions contre Innocent III qui rend le droit impur en respectant pas les règles de base de qu'est-ce qu'est censé être le droit. C'est très intéressant comme approche de qu'est-ce que c'est que cette spécificité du droit pénal. Un mot aussi d'autres préfigurations et intuitions très intéressantes dans ce texte, c'est le passage où Michel Foucault prend la trahison politique et la transgression sexuelle comme les deux premiers cas typiquement pénaux, et ça préfigure ce qu'on appelle le droit pénal de l'ennemi, dans les 20-30 dernières années, où les deux cas, le pédophile et le terroriste, sont le cas où d'un seul coup on sort complètement d'un droit pénal modelé sur le droit civil. Voilà, quoi. Ça c'est encore quelque chose qui permet de comprendre. Tout l'intérêt de la distinction proposée tout à l'heure, comme en passant par François Evald, entre le droit et les actes de justice. C'est qu'en revenant à l'unité, mais c'est ce que fait souvent Michel Foucault, hein, c'est en revenant à une unité plus petite qu'on arrive comme ça à reconfigurer un peu les tout à fait. Formidable. Et avec ça, donc, merci infiniment, Sacha. Donc, et cette actualisation un peu sur les thèmes à la fois des pédophiles et des terroristes comme étant des récurrences contemporaines des idées qui sont dans ce texte, je vais essayer, moi, dans un summary d'un papier, de faire un peu une actualisation, enfin d'essayer d'utiliser un peu ce cours, d'en revenir sur une question des influences et des intersections avec Marx, mais pour actualiser un peu les quelques dimensions qui en sortent. Et en parlant particulièrement du cas de Ferguson, Missouri, que vous connaissez peut-être. Ferguson, Missouri était d'abord le site d'un meurtre d'un policier qui a tué Michael Brown, et ensuite ensuite le site d'une décision d'un grand jury, aux États-Unis. Le grand jury, c'est l'ensemble de jurys qui décident si oui ou non il y aura une charge, ou si oui ou non il y aura un procès contre un individu, et donc le grand jury ou bien signe un indictment qui est l'instrument de charge, ou bien décide de ne pas signer l'instrument de charge. Et comme vous savez, en décembre, ils ont décidé de ne pas signer le indictment, ils ont rendu un no bill. Mais c'est aussi le site intéressant de tout un appareil d'utilisation de la police en termes d'utilisation d'amendes contre les gens qui traversent les rues, les gens qui conduisent à travers Ferguson, etc. Et toute une économie politique
d'une municipalité qui tourne autour d'utilisation du pénal d'une manière qu'on pourrait dire